projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui ont fait bouger les lignes en 2022. L'occasion de revenir avec nos invités sur la marche de l'Afrique ces derniers mois. C'est l'heure d'Initiative Africa. Bienvenue à toutes et à tous. Voici le sommaire de votre magazine. Nos invités étaient au rendez-vous de l'année 2022, une année plus que jamais marquée par l'extraordinaire capacité de l'Afrique à s'adapter et à innover dans un environnement international particulièrement troublé. Nous retrouvons quelques-uns de nos invités, Katia Kouseke et Noéla Ligan de la start-up Fresh Africa, Jean Kibogui, président de la société de visualisation des données Technatium, mais aussi le spécialiste du génome, le docteur Abassi est né au Bang, Bola Bardé, l'enfant de la diaspora qui veut financer la santé des Africains, et enfin l'artiste lyrique Adriana Bignani Leska. Les adolescents gabonais se passionnent pour le football, mais le rêve peut mal tourner, gare aux faux recruteurs de clubs européens. Si je viens te parler d'une expérience amère durant cette période de ma carrière, comme je dis, c'est la fois où je me suis fait arnaquer, voilà, juste l'année qui précédait mon voyage à l'étranger. Écoutez du jazz à Lagos, cela se passe au Truth Village, l'une des adresses les plus cotées de la métropole nigériane, où nous attend le trompettiste Etuk Ubang. Il y a eu ce jour où un trompettiste est venu jouer dans notre église. Après le service, ma mère m'a emmené chez le trompettiste et m'a remise à lui en disant qu'elle voulait qu'il m'apprenne à jouer de la trompette. Son nom était Etop Adolphus. La Coupe du Monde de foot vient juste de s'achever au Qatar et elle restera un grand moment pour l'Afrique qui a accédé pour la première fois à une demi-finale grâce à la victoire du Maroc contre le Portugal. Et comme à chaque édition, elle a enflammé les supporters africains. Sur le continent, des milliers de jeunes joueurs de foot rêvent du fabuleux destin de Kylian Mbappé ou Sadio Mané. Mais il peut y avoir loin du rêve à la réalité. C'est ainsi qu'au Gabon, des adolescents attirés par de vagues promesses de contrats lucratifs dans des clubs européens sont devenus une proie facile pour de faux recruteurs de sportifs. Heureusement, une lente prise de conscience commence à se dessiner, comme l'a constaté notre correspondant au Gabon, Jean Rovis d'Abani. Simon est l'un des quartiers les plus pauvres de Libreville. Ici, le football est le passe-temps préféré des jeunes, source de rêves, mais aussi parfois d'illusions. Atem vient ici une fois par semaine s'infliger des séances d'entraînement. C'est ici où j'ai fait mes premiers pas. Voilà quoi, c'était un stade mythique. Mythique parce que ce stade a vu passer beaucoup de footballeurs, du moins les fiertés du football gabonais. Voilà quoi, donc quand je vois ce stade, tout de suite j'ai la nostalgie qui me revient de, voilà quoi, de mes premiers pas, mes débuts en première division. Ce sont des moments inoubliables. Dès ses 14 ans, Atem jouait déjà dans des clubs de 2-1 avec des rêves de Ligue des Champions plein la tête. Jusqu'au jour où des vagues connaissances le contactent et lui proposent de jouer dans un club français alors qu'il n'a que 14 ans. En plein mois de septembre 2016, Atem arrive seul au camp d'entraînement au parc sportif Léonard de Vinci à Paris. Il n'aura plus jamais de nouvelles de son agent. Ses parents ont dû payer pour qu'il revienne au Gabon. C'est à ce moment-là qu'un autre agent le contacte en lui promettant un essai dans un club français. Atem va donc donner beaucoup d'argent pour financer ce rêve de titularisation dans un club français de 2-2 avant de comprendre qu'il a été à nouveau dupé. Si je viens te parler d'une expérience amère durant cette période de ma carrière, comme je dis, c'est la fois où je me suis fait arnaquer, voilà, juste l'année qui précédait mon voyage à l'étranger. Je me suis fait arnaquer par, on va dire ça comment, un faux agent, comme on le dit. Je suis certainement un cas parmi tant d'autres. Voilà, mon cas, il est certainement exposé aujourd'hui parce que j'en parle. Alors, on va dire quoi, j'ai travaillé avec un agent. Il me promettait voilà, quoi, un voyage pour l'étranger, des contacts sûrs à l'étranger. Et moi, déjà, j'étais à l'étranger une fois, dans l'envie de repartir de suite. Alors, je me suis tout de suite donné corps et âme. Aujourd'hui encore, Atem frappe dans le ballon, mais dans le coin de sa tête, toujours ce rêve, briller loin des terres africaines. Dans cette académie, plus de 250 jeunes âgés de 3 à 17 ans sont formés gratuitement. Ces gamins ne sont pas à l'abri des agents mal intentionnés. Mais ici, l'accès au centre d'entraînement est strictement contrôlé. Les jeunes de ce centre de formation sont informés, protégés contre des faux recruteurs. À la tête du jardin de football du Gabon, un ex-international gabonais. Face à ces petits, il tient toujours un discours de prévention pour les 14-17 ans. Je suis un ancien footballeur, je connais comment ça fonctionne.
les règles aujourd'hui ont peut-être beaucoup changé parce que bon, mais la FIFA contrôle un peu au niveau des agents et tout. Il faut aussi dire qu'un garçon ne partira pas de chez moi si je n'ai pas toutes les garanties. Ce n'est pas financière, mais c'est surtout la structure. Je pense que moi-même, je suis encore capable de payer un billet d'avion pour aller voir dans quelles conditions le garçon va être. Je serai à cheval là-dessus parce que mes garçons, de la même façon je les suis au Gabon ici, c'est la même façon je vais les suivre au niveau international. Donc il sera vraiment difficile qu'un de mes garçons parte du Gabon que je n'ai pas de garantie, quoi. Au niveau international, la FIFA a bien édicté un règlement interdisant le transfert d'un mineur à l'étranger si les conditions d'éducation et de logement ne sont pas optimales. D'après l'article 19 du règlement sur le statut et le transfert des joueurs de la FIFA, le transfert international d'un joueur n'est autorisé que si le joueur est âgé d'au moins 18 ans. Mais pour ce promoteur italien, Daniel Del Piero, qui sillonne l'Afrique à la recherche de jeunes talents, des failles persistent. Nous avons en Italie des contraintes bien précises. Quiconque est lié à nous a l'obligation de s'y arrimer. Évidemment, il existe également ce même genre de personnage en Italie appelé agent qui, là aussi, propose aux enfants des rêves sans jamais obtenir quelque chose. Notre académie est très sérieuse. Elle est affiliée au club Atalanta Football Bergama. Elle est sérieuse, comme je vous le disais, et engagée à mettre en valeur le potentiel des enfants. Notre but est donc d'empêcher qu'il y ait des fausses expériences pour tous, parce que nous serons justement un pont entre le Gabon et l'Italie afin de gérer au mieux le futur des talents qui pourront éventuellement jouer au niveau international. Les faux intermédiaires sportifs, Lumière Nguema connaît bien ce phénomène. Et d'après certaines sources au sein de la Fédération gabonaise de football, il existerait des ramifications en Suisse et en Turquie. Mais pour ce recruteur, c'est le vide juridique qui encadre la profession d'agent au Gabon qui est à l'origine de ce fléau. Je profite à lancer un appel à nos autorités pour qu'on puisse voir dans quelles possibilités notre fédération peut organiser désormais un concours d'agents pour permettre à ce que les uns et les autres puissent exercer légalement, puisqu'en République gabonaise, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de concours avéré pour permettre que X ou Y soit réputé agent. C'est aussi en réalité cette ouverture qui permet, sinon ce vide, j'ai envie de dire organisation administrative et juridique, qui favorise les infiltrations d'agents qui en réalité ne sont pas réputés ou qualifiés. Aujourd'hui âgé de 22 ans, Atem fonde bien des espoirs de jouer un jour dans le club de ses rêves et ainsi briller comme de nombreux footballeurs africains dans les grands championnats internationaux. Et je vous le disais en titre, l'actualité des derniers mois a été riche en bouleversements sur la scène internationale. Dans ce contexte de guerre russo-ukrainienne, comment le continent peut-il s'adapter à la spirale inflationniste des prix alimentaires et contrer la dépendance des importations de blé? Nous avions posé la question à deux amies, Katia Kouseke et Noéla Ligan, cofondatrices de la start-up Fresh Africa, qui s'approvisionne auprès d'agriculteurs africains. Regardez. Paradoxalement, je pense que cette crise peut être une opportunité. Une opportunité dans le sens où elle peut donner l'occasion aux Africains de se réapproprier de leur richesse, de se tourner, parce que jusque-là, on est malheureusement victime. Même ici, on s'est rendu compte que l'importation de blé, on a découvert que ça venait d'Ukraine, principalement. Or, on a des céréales ancestrales. Donc, je pense que ça peut être une opportunité de se retourner vers ces céréales-là. Et voilà, il y a des pays qui sont clairement autosuffisants. Donc, je pense que c'est une opportunité. Il faut le prendre comme ça. Je pense qu'on est arrivé on a vu ici avec le modèle européen, on était arrivé au bout de toutes ces semences qui sont hybrides, etc. Et même ici, on essaye de revenir à cette agriculture traditionnelle. Donc, est-ce que ça serait la bonne solution aujourd'hui en Afrique que d'aller vers une solution qui n'a pas marché ailleurs? Je ne sais pas, il faut se poser la question. Et d'un autre côté, il y a plein d'autres techniques qui peuvent remplacer ces semences hybrides, etc. On peut parler de permaculture, d'agroforesterie. Est-ce que ça ne serait pas aussi un moyen de tester? On sait qu'il y a d'autres plantes qui permettent de chasser, par exemple, certaines petites bêtes qui vont venir attaquer certaines plantes. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser plutôt de l'ortie comme engrais, etc.
Autre motif d'espérer, la technologie de visualisation des données donne aujourd'hui aux administrations africaines de meilleures solutions pour gérer les cadastres, préserver la biodiversité ou encore la sécurité. Peut-on vraiment en finir avec les litiges fonciers depuis le ciel? Jean Koivogui, président de la société Technatium, nous avait répondu. Écoutons-le. Nos solutions de traitement, visualisation et de collecte de données apportent à l'habitant lambda la facilité d'accéder à de l'information. À titre d'exemple, on développe des solutions qui permettent de digitaliser, numériser les systèmes de gestion cadastraux. Donc, la gestion du cadastre, le foncier, qui est un élément important dans la vie des Africains. À savoir qu'il y a pas mal de litiges fonciers qui divisent les habitants parce que quand tu achètes une propriété et que tu ne connais pas comment la propriété est gérée, comment elle est délimitée, cela peut engendrer des litiges fonciers, des conflits domaniaux. Et grâce à nos solutions, c'est qu'on digitalise le processus de collecte de données sur les propriétés et on permet aux collectivités, effectivement, d'automatiser tout le process d'attribution des titres fonciers à partir d'une plateforme et à la population d'avoir accès à cette information. Quand on veut acheter un terrain, on ne va plus acheter un terrain sans le savoir si le terrain a été vendu plusieurs fois et autres. À partir de la plateforme, on a toutes les informations et on peut faire les démarches en bonne et due forme. Et en plus de cela, nous, on sécurise et on garantit les transactions à partir d'une technologie qu'on appelle blockchain. C'est la technologie qui permet effectivement de lutter contre toutes ces fraudes à partir effectivement d'un système effectivement de multiplication de preuves. Ça, c'est un cas d'usage. Et également, ça s'applique à tout ce qui est gestion d'adressage dans les villes. Les villes africaines n'ont pas d'adresse en majorité. Et nous, on automatise ce process dans les applications. Et également, les surveillances côtières, les surveillances frontalières, grâce à la visualisation des données à partir d'imagerie satellite. Et là, c'est très important pour des questions sécuritaires, sur des questions effectivement de biodiversité, etc. Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. Je vous emmène dans les nuits de Lagos pour ce deuxième reportage. Il y a 2 ans, la mégalopole nigériane, comme de nombreuses villes en Afrique et ailleurs, s'est réveillée avide de musique et de danse après des mois de confinement. Et dans ce club de jazz, la musique enchante les passionnés. Notre journaliste Hugo Uana s'était glissé dans les répétitions du compositeur et trompettiste Etuk Ubang, étoile montante de la scène nigériane, pour écouter son cocktail de jazz et d'afrobeat. Regardez, ou plutôt écoutez. L'atmosphère est intense avec des sentiments nostalgiques dans l'air. C'est un samedi soir habituel au Truth Club. C'est cette ambiance chaleureuse et enivrante qui incite les visiteurs et les amateurs de musique à venir nombreux pour apprécier cet endroit atypique. Le Nigeria, au fil des ans, a été un terrain nourricier pour un éventail de talents musicaux comme Etuk Ubang, l'un des trompettistes, compositeurs et chefs d'orchestre les plus demandés du pays. Né et élevé à Lagos, le centre névralgique du divertissement et du commerce du pays, le plus peuplé d'Afrique, le Nigeria. J'ai développé un intérêt pour jouer de la batterie conga à l'église et je me souviens que j'ai aussi essayé les sets de batterie. Il y a eu ce jour où un trompettiste est venu jouer dans notre église.
Après le service, ma mère m'a emmené chez le trompettiste et m'a remise à lui en disant qu'elle voulait qu'il m'apprenne à jouer de la trompette. Son nom était Etop Adolphus. Guidé par sa passion, il a commencé à jouer de la trompette à l'âge de 14 ans et à l'âge de 16 ans, il s'est placé sous la tutelle de divers artistes professionnels tels que Edop Adolphus, Victor Aktemofé, feu le légendaire Sir Victor Oleya et le phénoménal Femi Kuti. Il a acquis sa formation musicale au Peter King College of Music, à la Mason School of Music et à l'Université du Cap en Afrique du Sud. J'ai été exposé à Malcolm X, Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Nelson Mandela, Martin Luther King et plein d'autres qui reflètent la conscience noire. Je pense que c'est l'influence fondamentale que j'ai eue musicalement et qui m'a poussé à devenir musicien et qui je suis aujourd'hui. Son inspiration du jazz, de l'afrobeat, de l'ekombi, du highlife et des éléments terrestres, vent, eau et feu, forge sa philosophie musicale qu'il appelle Earth Music ou musique de la terre, une incarnation du mélange de musique qu'il propose de son lieu de prédilection, The Truth Club à Lagos. We all know what truth is all about. It's like a musical center. Nous savons tous ce qu'est The Truth Club. C'est un centre musical où les gens sont autorisés à entrer pour montrer leur talent et ont la capacité de pouvoir dire la vérité sur la société dans son ensemble. En tant que manager ici, nous avons tendance à créer un endroit chaleureux, convivial et en même temps organisé de manière à proposer un beau programme ici. Nous opérons 24 heures du lundi au dimanche. Eh bien, pour moi, le processus d'écriture de ma musique et de composition de ma musique, des chansons que j'écris et j'interprète, sont essentiellement liés au fait que j'ai besoin d'éduquer les hommes et les femmes sur l'Afrique, qui est un peu la pomme de la discorde dans mes pensées. Les hommes africains, ils ne connaissent pas toujours leur histoire. Ils ne savent pas, par exemple, que l'Afrique n'est pas le nom originel de l'Afrique. Ils ne savent pas qu'Alkebulan est le nom originel de l'Afrique. Il se produit avec Etuk Philosophy, son groupe énigmatique dont les rythmes et les beats libèrent les prouesses musicales d'Etuk. Avec son groupe, ils ont tissé un lien au-delà de la scène. Sa chanson a un message positif qui aborde les maux de la société, mais s'adresse aussi au cœur et à l'esprit des auditeurs. Nous jouons depuis quelques années maintenant et nous exprimons nos pensées à travers la musique ici. Les défis et l'expérience de jouer pour Etuk's Philosophy font du groupe l'un des meilleurs groupes au monde, car il comprend des instruments et des instrumentistes incroyables. La musique de la terre parle de vie, d'amour, de paix, d'amour pour l'humanité. Et elle rassemble, crée l'unité. Nous exprimons nos émotions à travers cette musique. Le Truth Club est un lieu animé qui attire des gens aux goûts musicaux similaires, unis à travers les airs mélodieux du Earth Music d'Etuk Ubong. Dans les 10 prochaines années, le Truth Club sera aux 4 coins du monde, vous savez, portant toujours haut le drapeau de l'Afrique et éduquant pas que l'homme africain, mais tous les hommes. Avec 2 albums et un extended play, il s'est produit sur différentes scènes en Afrique et même au-delà, avec plus de 10 000 ventes de billets. Sa chanson Black Debtor était numéro 2 sur la Corner Playlist sur Apple Music Jazz et son album Africa aujourd'hui figurait dans le top 10 de la playlist de la BBC 3 Radio. Il dirige une nouvelle génération d'interprètes de musique de jazz et d'amateurs de son genre assez rare de musique de la terre, Earth Music comme il l'appelle.
La santé, grande préoccupation du continent, n'a pas été oubliée par nos invités en 2022. À commencer par le Dr Abassiene Obang, ce spécialiste nigérian du cancer et du génome, s'est embarqué dans l'aventure de toute une vie pour apporter à l'Afrique et au monde entier de meilleurs traitements contre les maladies. Il nous avait expliqué comment le génome africain, le plus ancien du monde selon lui, était la clé du futur. Regardez. Pourquoi le génome africain est-il important? C'est parce que c'est le plus ancien des gènes. L'homme moderne est né sur le continent africain il y a plus de 200 000 ans. En génétique, nous constatons que lorsque les gens ont commencé à migrer de l'Afrique vers d'autres continents comme l'Australie, l'Asie et l'Europe, il y a eu ce qu'on appelle un effet de goulot d'étranglement. Un effet de goulot d'étranglement signifie que les personnes qui migrent ne prennent qu'un sous-ensemble de la diversité génétique de l'endroit et vont fonder une nouvelle colonie ailleurs. L'Afrique, qui est la source, possède encore toute cette diversité génétique humaine. Et si nous pouvons comprendre la génétique dans un contexte africain, alors nous pouvons comprendre la génétique dans un contexte humain. En effet, nous pourrons alors comprendre non seulement ce que je vis en Afrique, mais aussi ce que vivent les Caucasiens ou les Asiatiques, car nous sommes tous liés par nos gènes. Si je ne connais pas la cause génétique d'une maladie, il m'est parfois difficile de la traiter. Et en comprenant cela, on peut alors disposer de meilleurs médicaments pour traiter cette cause fondamentale particulière. En réalisant de plus en plus d'études génétiques en Afrique, nous parvenons à comprendre la signature moléculaire de la maladie en Afrique. Mais cela se traduit aussi pour la population mondiale. Certains médicaments ont été mis au point en étudiant la génétique des Africains. Ces médicaments sont utilisés pour traiter des personnes dans le monde entier. Et donc, encore une fois, en faisant de telles études, nous arrivons à mieux nous comprendre. Cela augmente les chances d'avoir des idées et des découvertes qui conduisent à de meilleurs soins de santé pour tous, africains et non africains. Et l'industrie financière se penche aussi sur la santé des Africains. C'est même une enfant de la diaspora qui a relevé le défi. Bola Bardé, diplômée d'une grande école de commerce, a choisi d'investir dans la richesse du mieux vivre des Africains. Elle a inventé un nouveau concept d'assurance pour la diaspora et les proches restés au pays. Regardez. On résout plusieurs problèmes, aussi bien du côté de la diaspora que localement. Donc le premier problème localement, c'est que le taux de pénétration de l'assurance santé est très très bas. Ça veut dire 3%, donc ça veut dire que 97% de la population n'a pas accès à une solution pour payer leurs dépenses de santé et doit payer de leur propre poche. Donc ça, c'est le premier problème qu'on résout. Donc on apporte de l'accès à de l'assurance et à d'autres solutions pour ces gens-là. En plus de ça, donc, on a une population que nous, on cible particulièrement, les personnes vulnérables, femmes enceintes, malades de maladies chroniques. Ces gens-là, ils sont encore plus exclus du système de l'assurance. Ils ne sont pas assurables, malheureusement. Les assureurs n'en veulent pas. Et en plus de ça, ils sont livrés à eux-mêmes dans leur parcours de soins. Ils n'ont pas de réponse aux questions les plus basiques sur comment mieux vivre avec leurs conditions, quel régime alimentaire suivre, comment faire du sport quand on est diabétique, quand on est enceinte, etc., etc. Donc nous, on apporte des solutions à tous ces problèmes-là. Déjà, on leur apporte une forme de couverture qui est une alternative à l'assurance pour pouvoir payer les dépenses livrées à leurs conditions. Et en plus de ça, on leur apporte des conseils préventifs, voilà, et on leur apporte en plus de ça un accompagnement, un support avec des gens qui sont là pour répondre aux questions qui peuvent se poser au quotidien. Donc ça, c'est vraiment le problème auquel on répond localement. Le deuxième problème qui est lié, mais qui est extrêmement important également, c'est le financement. Parce que la plupart la grosse barrière à des soins de santé de qualité sur le continent, c'est le fait que les gens n'arrivent pas à payer leurs dépenses de santé. Et nous, on apporte cette innovation-là qui permet à des proches qui ont les moyens financiers de le faire, de cofinancer ces besoins avec les bénéficiaires.
Et nous finissons l'année en beauté à l'Opéra Garnier de Paris avec une Junon africaine dans la comédie lyrique Platée. C'est la grande artiste mezzo-soprano gabonaise Adriana Bignani-Leska qui jouait cet été la femme de Zeus, une grande première et une véritable fête de chant, de théâtre et de chorégraphie. Elle nous avait raconté ce moment exceptionnel. Regardez. Adriana Bignani-Leska, bonjour. Vous avez fait cet été vos débuts à l'Opéra National de Paris dans la comédie lyrique Platée. Comment avez-vous vécu ce moment, celui où vous avancez pour la première fois sur la scène de l'Opéra Garnier? Bonjour. Comment j'ai vécu ce moment? Ce moment, sur le coup, je n'ai pas réalisé parce qu'on était en pleine répétition à l'Opéra de Paris. Et c'est le jour... La générale, encore, je n'ai pas fait attention, mais c'est le jour de la première que là, je me suis dit, mais ça y est, tu es sur la scène Garnier. Tu te rends compte, c'est l'une des scènes les plus convoitées au monde. Et une jeune femme africaine sur ce plateau, mais tu te rends compte. Et j'étais fière de moi d'être là. Et c'est le jour de la première que je me suis rendu compte que j'étais sur le plateau et que je vivais le moment. Vous jouez Junon, la femme de Jupiter qui se montre fort en colère. C'est un rôle difficile à aborder pour la mezzo-soprano que vous êtes. Quelles étaient les spécificités du personnage? On va dire que oui et non. Alors oui, pourquoi c'est un peu difficile? Parce que niveau tessiture, j'avais un peu peur que ce soit un peu haut pour moi, parce que moi je suis mezzo-contralte. Mais niveau caractère, j'ai compris pourquoi on m'a choisi, parce qu'avec ma voix un peu sombre, j'ai pu donner aussi du caractère vocalement et scéniquement, j'en donne aussi autrement. Et le côté difficile vis-à-vis de Junon, je pense que c'est au niveau de l'attente. L'attente est vraiment longue et lorsqu'elle arrive au troisième acte, il faut vraiment être d'attaque pour pouvoir justement emmener cette colère et c'est pas évident de garder cette énergie tout le long alors que je ne chante pas et d'arriver sur scène et de donner, de fournir en fait ce moment crucial où elle a besoin de rendre des comptes voilà, elle a besoin qu'on lui dise où est son homme. Donc voilà. Et c'est aussi beaucoup de stress à gérer pendant ces premiers actes. C'est ça. Et le stress, alors au début, c'était un peu, c'est vrai que c'était un peu stressant, mais maintenant, j'ai réussi à trouver des parades, à ne plus... alors, je fais abstraction complètement à la musique, même si je regarde la télé pendant que la production se déroule. Et j'essaie de faire tout ce qui est un peu administratif, voilà, sur mon téléphone. Je fais vraiment abstraction. Et au moment de l'entracte, là, je me reconcentre et j'essaie de me motiver corporellement parce que mon corps se refroidit, c'est normal, et donc j'essaie de réchauffer pour être d'attaque. Et là, ça y est, je commence à rentrer réellement dans la peau de Junon. Enfin, c'est moi qui dois posséder Junon et non le contraire. Quand je dois interpréter un rôle, ce n'est pas le rôle qui me possède, mais c'est moi qui possède le rôle. Voilà, pour mieux interpréter la chose et mieux comprendre le rôle. Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. C'était notre dernière édition pour cette année 2022. Et bien sûr, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre site africaonair.com et nous suivre sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager et commenter avec le hashtag Initiative Africa. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous retrouve avec Business Africa. Bonne semaine à tous et bonne fête de fin d'année.